Bonjour à tous déjà et bienvenue dans ce webinaire organisé par Néologie en partenariat avec 3i Financement. Je suis Hélène Gattard, Startup Manager Financement à Néologie et pour rappel, Néologie Technopole de Grand Poitiers possède 3 grandes missions, accompagner, héberger et animer. Et dans ce cadre-là, dans ce cadre de l'animation, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Johan Ferry de 3i Financement qui va nous présenter comment bien orienter sa stratégie de financement. Alors, au programme de ce webinaire, Johan nous partagera son expertise à travers 4 grands points. Identifier les différents dispositifs de financement activés, savoir calculer sa capacité d'endettement et de financement, comprendre les attentes des différents financeurs et enfin, trouver le bon timing. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vos questions seront ensuite relayées à Johan. Et je vais lui laisser la parole maintenant en lui souhaitant la bienvenue. Merci beaucoup Hélène, ravi de présenter ce webinaire. Je vais partager mon écran avec la fraise. Tac, vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Allez, top. Alors pour commencer, oui, si je le répète parce que j'aime bien être coupé, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des termes qui sont pas compris, à mettre des petites questions dans le chat. Et Hélène, je veux bien que tu me les fasses passer au fur et à mesure parce que j'ai que la vue sur mes slides. Oui. Alors premier point abordé, c'est quelles sont les différentes sources de financement. Alors il y en a 2 grosses, il y a tout ce qui va être le dilutif. Et la deuxième partie est le non dilutif. Alors chaque entrepreneur va dire je préfère le non dilutif parce que effectivement ça touche pas au capital et donc ça permet à l'entrepreneur de garder davantage de parts de sa société. Mais on verra au fur et à mesure de la présentation que les deux sont quand même relativement liés. Donc tout ce qui est dilutif, ça va être la levée de fonds, que ça soit auprès de Friends and Family, de Business Angel, de fonds d'investissement. Ça permet d'aller augmenter votre trésorerie et le concept est simple, c'est je vends une part de mon entreprise contre de l'argent. Et ensuite, on a toute la partie non dilutif qui vient s'adosser généralement au dilutif. Et donc là, on va avoir différents acteurs, BPI, la région. Donc là, on va retrouver les dispositifs classiques de la BPI sous forme de prêts ou de subventions, les différents appels à projets aussi qui sont régis par la BPI, sous le plan de France 2030. Avec les concours, je les mets un petit peu ensemble. Tout ce qui est région, c'est souvent soit de la subvention, soit des mix de subvention et de dette. Les dispositifs sont évoqués sur les sites des différentes régions. Donc, ça peut valoir le coup de regarder est-ce que vous rentrez ou pas dans les cases du dispositif. Et au-delà de là, est-ce que vous rentrez dans la thèse de la région. C'est important de bien cocher ces 2 cases pour avoir une chance d'obtenir un financement. On a les partenaires bancaires que vous connaissez, petite subtilité, dans l'écosystème startup, les différentes banques ont créé ce qu'on appelle des pôles d'innovation spécialisés dans l'accompagnement de startup et donc avec une analyse du risque qui est plus adaptée aux startups et moins aux PME, ETI, grands groupes qui les accompagnent habituellement. Donc ils sont aussi capables de financer les entreprises et ensuite il y a différents mécanismes qui peuvent se mettre en place tout au long de la vie de la startup, que ce soit de la facturage, du crédit bail, même du taux de chance sur des devis si jamais il y a une vocation à aller s'exporter à l'international. On a toute la partie quasi-fonds propres, où ça c'est en partie les associés, sur la partie compte courant d'associés qui sont capables d'injecter de l'argent dans leur structure et donc ça vient augmenter ce qu'on appelle les quasi-fonds propres, mais on reviendra dans un second temps sur ce terme. On a tout ce qui est obligations convertibles, donc là ça peut être une personne extérieure, un investisseur historique qui injecte du cash sous forme de dette, donc c'est de l'obligation, et en fonction de la durée du contrat, soit cette dette-là est convertie en capital, et donc l'investisseur, on va dire, récupère des parts du capital, soit il est remboursé, et à ce moment-là, ça reste de la dette qui sera remboursée.
Enfin, tout ce qui est prêt d'honneur, il y a différents organismes en France qui font des prêts d'honneur. Je vais en citer 2 qui sont présents sur tout le territoire, qui sont Réseau Entreprendre et France Initiative, qui sont des organismes de prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, c'est de la dette à taux zéro, qui est donnée à ou aux associés en tant que personne physique, et la personne physique injecte cet argent en compte courant d'associé dans la structure. Et enfin, ce qu'on préfère tous, c'est l'autofinancement, donc c'est la rentabilité qui est générée par les activités. Là, c'est un petit graphe qui présente les différentes évolutions. Alors, c'est un peu tiré par les traits parce que le but, c'est de faire des moyennes. Mais donc, à la création, souvent, ce qu'on vient dresser, c'est de la love money / des business angels. Ça nous permet d'aller développer le produit. Dans un temps deux, une fois que le produit est développé, on s'attaque à tout ce qui va être la commercialisation, le marketing. Évidemment, il reste quand même des features à améliorer sur la solution, donc ça nécessite de déployer une poche d'argent. Et donc là, on va être situé, si on lève avec des investisseurs, entre des business angels et des fonds en pré-seed, seed. Et enfin, on a la partie développement où là, c'est des plus gros montants. Généralement, on est bien établi sur le marché français. Le but est d'aller sur le marché à l'international. Et donc, on fait un plus gros tour de levée de fonds. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur toutes ces phases-là, sur le côté dilutif, mais aussi et surtout d'ailleurs sur le côté non dilutif, les différents financeurs évoqués juste avant peuvent vous accompagner, que ce soit la BPI, la région, les banques, en fonction des besoins que vous avez. Il ne faut pas hésiter à aller toquer à la porte de ces financeurs parce qu'ils sont là pour vous accompagner. Et donc là, on voit un peu les différents dispositifs. Alors, je ne vais pas tous les passer, mais je vous enverrai je pense que les slides seront pas partagés par la suite. Il y en a beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la création, souvent, il y a 2 dispositifs, soit la bourse French Tech, soit la bourse French Tech Émergence. La grosse différence entre les deux, c'est est-ce que l'entreprise est caractérisée Deep Tech par la BPI. Et je précise, c'est bien Deep Tech selon la BPI. Donc BPI définit le critère Deep Tech. Pour la faire assez courte, sur la phase de création, pour être Deep Tech, il faut montrer qu'on est en lien avec un laboratoire ou une université. Et donc la technologie provient de la recherche publique ou privée. C'est le critère numéro 1. Ensuite, on peut avoir le go-to-market long, fort avantage concurrentiel et les grosses barrières à l'entrée. Mais surtout, ce qui est regardé, c'est s'assurer que vous êtes bien en collaboration avec une université ou un labo. Il y a le statut JEI aussi qui peut être intéressant, où ça c'est vraiment 50% d'abattement des charges patronales si vous avez un salarié. Si vous levez de l'argent auprès de business angel, ils peuvent aussi défiscaliser une partie de l'investissement qui est réalisé. Donc c'est intéressant parce que qui dit business angel dit une personne qui cherche à aussi défiscaliser un petit peu son patrimoine, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on va avoir tout ce qui est prêt. Donc une fois qu'on a passé la partie subvention et que l'entreprise grossit, on est soit sous forme de prêt pour une entreprise classique, et quand je dis classique, c'est tech classique, avec côté BPI, on appelle ça de la dette bonifiée, parce qu'on a entre 2 et 3 ans de différé, puis 5 ans d'amortissement, sans caution personnelle pour les fondateurs. Donc l'avantage, c'est que ce différé permet de mettre en place et d'avancer sur notre roadmap et sur le développement commercial de notre structure avant de rembourser. On peut avoir aussi tout ce qui est crédit d'impôt, où là, ça s'active à la première clôture de l'exercice fiscal et ensuite, ça sera tous les ans à la clôture. Côté plus sales et marketing, BPI a un dispositif qui s'appelle le pré-amorçage. En toute transparence, qui coûte cher aujourd'hui, le taux est aux alentours des 7-8%. Donc tout dépend de la stratégie de l'entreprise pour voir si c'est pertinent ou pas de prendre ce dispositif. Mais ce qu'il faut savoir, et on y reviendra, il y a un sujet de timing. Donc l'argent, on a un momentum pour aller le chercher, et donc c'est soit à prendre, soit à laisser. Les prêts bancaires, la même chose, les banques interviennent souvent dans un troisième temps. On a soit l'apport personnel, soit l'apport d'investisseurs, la BPI / la région, les banques.
Côté banque, aujourd'hui, c'est souvent pas de différé. Des prêts qui courent entre 3 et 5 ans, on va dire en moyenne 4 ans. Et les taux, là, actuellement, du marché, c'est aux alentours des 4,5. Tout dépend et ça dépend vraiment de la structure. Et d'ailleurs, je vous conseille, côté bancaire, faut pas hésiter à aller voir différents partenaires. Ce qui n'est pas possible avec la BPI parce qu'on a un seul acteur en France qui charge de déployer les différents dispositifs. Côté bancaire, il y a plusieurs banques et donc ça vaut le coup d'aller toquer à la porte de différentes banques. Sur la partie développement, la grosse différence c'est surtout la partie internationale où là un dispositif, et à titre très personnel, c'est un des meilleurs dispositifs que propose la BPI qui s'appelle l'assurance prospection. Pour résumer, on définit un budget qui nous permet d'atteindre un chiffre d'affaires. Je définis 500 000 euros de budget qui me permet d'obtenir 1 million de chiffre d'affaires sur une période de 5 ans. Si j'arrive à mes objectifs, le financement que j'ai obtenu, je le rembourse en intégralité. À l'inverse, si j'ai pas réalisé les objectifs de chiffre d'affaires que j'avais envisagé dans le pays que j'avais ciblé, il y a une partie de la dette qui se transforme en subvention. On va faire un petit peu de compta, c'est toujours la partie de la presse un peu plus technique, mais c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça prend quand même du temps d'aller solliciter les financeurs et le but est de vous faire gagner du temps. Si vous êtes vraiment, vous rentrez pas dans les clous et qu'il n'y a aucune chance d'aller chercher un financement, ça ne sert pas grand chose d'aller toquer à la porte des financeurs. C'est un peu la même chose sur la partie equity. Si vous voulez lever 500 000 euros et que vous allez voir des fonds de série A, vous perdez votre temps. Et donc là, le but est de voir comment on calcule notre capacité d'endettement, ce qui fait que soit on est finançable, soit on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, comment on peut le devenir? Il y a l'actif, le passif. Déjà, ça doit être égal, donc il faut bien l'avoir en tête. Surtout placer les clôtures, normalement, vous avez dû les recevoir. Si, pour ceux qui ont clôturé une liasse fiscale, si le comptable a un actif qui est différent du passif, vous pouvez changer de comptable. Et pour résumer, l'actif, c'est ce que l'entreprise a et le passif, c'est ce que l'entreprise doit. Pour détailler un petit peu l'actif, on a les immobilisations incorporelles, tout ce qui va être R&D, brevet. Si jamais vous avez pas mal de dépenses techniques au cours de l'année et lors de votre première clôture fiscale, vous voulez gonfler ou améliorer votre résultat net, vous pouvez mettre ce qu'on appelle de la production immobilisée. Normalement, les comptables sont assez au courant du sujet, mais ça peut valoir le coup si vous n'en avez pas d'échanger avec lui. Donc on a toute la partie IMO, toute la partie actifs circulants. Là, surtout, ce qui est regardé par le financeur, ça va être les disponibilités, parce que ce qui l'intéresse, c'est quelle est votre capacité à cofinancer le projet. Et donc ça, on le retrouve dans la partie disponibilité. Ici, on a donc sur la partie passif tout ce qui sont les fonds propres et les quasi-fonds propres. Je vais mettre les deux un peu ensemble. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est valorisé par les financeurs quand ils regardent votre capacité d'endettement. Donc le but est de savoir quel est le montant de vos fonds propres plus vos quasi-fonds propres. Il y a le calcul qui est explicité ici, donc n'hésitez pas à le faire et vous pourrez voir ce que ça donne. Et ensuite on a tout ce qui est la partie dette, donc soit la dette bancaire, soit la dette d'exploitation, donc ce que vous pouvez avoir auprès de fournisseurs parce que vous avez négocié un délai, la dette fiscale et sociale. Alors, on rentre dans le dur avec la capacité d'endettement. Donc ce qu'on regarde, ça va être les capitaux propres, entre parenthèses capitaux propres égale fonds propres. Donc on prend notre capital social, nos primes d'émission et on vient, si on a fait des pertes et sur la première année ou sur les années historiques, on vient diminuer ces pertes. Et donc si je donne un exemple, on a mis 1 000 euros de capital social et on a 99 000 euros de primes d'émission. Donc sans retraitement des résultats nets, les capitaux propres sont de 100 000 euros. Et ensuite, on vient les imputer de nos pertes. Et donc, si j'ai moins 50 000 euros de pertes sur les années historiques, ça veut dire que la capacité d'endettement à date de l'entreprise est de 50 000 euros et pas de 100 000 euros. Si on reprend le même schéma, en considérant que l'entreprise a de la dette historique, donc j'ai toujours mes 100 000 euros de capital social plus prime d'émission, mes 50 000 euros de pertes au cumulé, mais j'ai en plus de ça 30 000 euros de dette à date. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est la dette à date. Si de base j'avais
pris un emprunt de 50 000 euros, mais qu'aujourd'hui, il me reste que 30 000 euros à rembourser, ce qui est regardé par le financeur, c'est quelle somme il vous reste à rembourser. Donc, il me reste 30 000 euros. Donc, j'avais mes 100 000 moins mes 50 moins mes 30. Ma capacité d'endettement est réellement de 20 000 euros. Et enfin, le dernier cas, c'est sur la partie rentabilité. Donc, j'ai pas besoin de réaliser d'apport, soit en compte courant d'associé, soit en levée de fonds parce que j'ai une activité qui est rentable. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a notre capital social et en fait, nos résultats historiques et le résultat de cette année étant positifs viennent augmenter mes fonds propres. Et donc, on augmente notre capacité d'endettement. C'est le seul cas d'usage et il faut garder en tête que quand vous envoyez un dossier au financeur, ils font une projection aussi future. Et là, ils vous demandent de faire une projection future. Et donc, ils regardent, par exemple, là, sur l'année 2026, ils vont regarder à la fin de l'année 2026, quelle est la situation. Est-ce que la capacité d'endettement a été réduite? Est-ce qu'elle a augmenté? Et donc, il faut faire attention à ne pas arriver à ce ratio de 1 pour 1. En gros, ce que disent un peu les financeurs, c'est un ratio de faut que j'ai 1 de fonds propres pour max 1 de dette. Et donc, dans mon premier cas, si j'ai 100 000 euros de capitaux propres et que j'ai 50 000 euros de perte, donc il me reste 50 000 euros de fonds propres. Si je vais chercher 50 000 euros de financement, il faut faire attention à la fin de l'année que mes capitaux propres restent à hauteur de ces 50 000 euros. Et dans le cas où on est rentable, là on peut projeter le financeur à la fin de l'année 26, même 27, en disant bah oui, aujourd'hui j'ai bien 100 000 euros de fonds propres, mais à la fin de l'année je vais avoir 120, puis l'année d'après j'aurai 140. Et donc c'est peut-être le seul cas où on peut essayer d'aller chercher un peu plus que nos fonds propres à date, en projetant vraiment le financeur sur des résultats positifs futurs. Est-ce que c'est clair sur cette partie ? N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Johan. Parfait. Je vais le prendre pour moi en disant que je suis clair. Très clair. Côté livrable, c'est un peu le sujet clé. C'est qu'est-ce qu'on envoie aux financeurs et comment on arrive à le séduire. Ce qu'il faut garder en tête dans un premier temps, c'est que les différents financeurs qu'on a évoqués, que ce soit l'investisseur, la BPI, la région, la banque, ils n'ont pas les mêmes attentes. L'investisseur veut qu'on lui vende du rêve et qu'on lui montre qu'il va faire un gros ROI. BPI veut financer des jeunes pousses de demain et pouvoir dire regardez, en France, on a une tech qui est souveraine. Et la banque veut s'assurer d'être remboursée. Donc comment on arrive à jongler avec tout ça? Là, le but aujourd'hui est de pas focus sur la partie equity, mais plus sur la partie non dilutif. Donc qu'est-ce qui est demandé d'abord sur la partie Excel? Alors j'ai une synthèse avec les KPIs, donc montrer justement la projection du chiffre d'affaires, comment vont évoluer les fonds propres, quel va être le montant de la dette, quel est le seuil de rentabilité. Et ça c'est bien si vous n'êtes pas rentable historiquement. De mettre un seuil de rentabilité à horizon 2-3 ans pour montrer que vous aurez la capacité de rembourser l'emprunt après le différé, notamment de la BPI. Sur les banques, c'est un peu la même logique. C'est pas dérangeant si vous allez solliciter une banque de dire la première année, je vais être en perte, mais à partir de l'année 2, je génère de la rentabilité, donc j'ai pas de problème à vous rembourser. Le compte de résultat, je pense que j'ai pas trop besoin de passer dessus parce que vous savez tous qu'est-ce qu'est un compte de résultat. N'hésitez pas en fonction de l'activité que vous avez à mettre en avant, que ce soit la marge brute, marge brute, c'est un bon élément. La masse salariale sur une entreprise qui est dans le numérique et justement, on parle pas réellement de marge brute, mais montrer quel est l'impact de la masse salariale sur le chiffre d'affaires. Et dernier point, on revient toujours, c'est la rentabilité. Montrer que le modèle éco, il est viable et qui va vous permettre d'être rentable. La trésorerie mensuelle, elle est beaucoup scrutée par les différents financeurs sur l'aspect non dilutif, puisque c'est ça qui permet de dire est-ce que l'entreprise est risquée ou pas pour nous, et donc est-ce qu'on est capable d'intervenir. Aujourd'hui, côté BPI, ce qu'ils regardent, c'est qu'ils veulent que sans leur aide, la trésorerie tienne au moins 18 mois.
Donc c'est là où il faut faire attention à quel burn on présente dans notre dossier pour être sûr qu'on arrive bien à tenir 18 mois sans l'aide de la BPI. C'est un peu la même chose pour les banques. Si vous allez solliciter 100 000 euros à la BPI, 100 000 euros aux banques et dans le plan de trésor que vous envoyez, à un moment, le point bas de trésorerie, il est à 5 000 euros, les financeurs vont se dire très risqué. Parce que déjà, si on met pas 200 000, l'entreprise tient pas la route. Et donc, c'est pour ça qu'il faut garder une petite marge de sécurité. Si vous descendez à moins 10 sans les dispositifs, à horizon 12 mois, c'est pas dérangeant, mais il faut vraiment faire gaffe à ça parce que ça peut être vraiment un red flag pour les différents financeurs. Sur la partie plan de financement, c'est montrer quels vont être les besoins et surtout comment vont être financés ces besoins. Donc les différents apports qui sont réalisés, le chiffre d'affaires qui va être généré, on revient toujours à cette même logique, mais quel est le burn? Est-ce qu'il va y avoir des investissements? Quel est l'impact de votre BFR? Est-ce que vous avez vos clients vous payent au comptant ou est-ce qu'il y a un délai de paiement de 6 mois? Si c'est le cas, comment on arrive à en prendre en compte? Est-ce qu'on met des politiques d'affacturage avec différents acteurs pour essayer de réduire ce délai? Tout ça, bien l'expliciter auprès du financeur. Et enfin, la partie échéancier de dette. Donc là, c'est montrer déjà quelles sont les dettes actuelles si vous avez de la dette, et de montrer que vous êtes en mesure de rembourser vos dettes, et surtout dans un futur moyen proche, montrer que la dette que vous allez solliciter, vous êtes capable de la rembourser. Et donc ça, c'est vraiment de dire, regardez, notre activité nous permet de générer 100 000 euros de cash à l'année. On a 35 000 euros de dette à rembourser, donc on n'aura aucun problème à rembourser. Sur la structure et sur le fond, le but est de faire quelque chose d'assez simple. Vous pouvez, j'en vois beaucoup passer, des BP d'entrepreneurs qui vont faire 35 onglets avec une présentation qui est pas forcément top à chaque fois. Vous, c'est votre petit bébé et vous êtes tout le temps les mains dedans, donc vous savez très bien comment il fonctionne, vous savez très bien où aller chercher l'info qui vous intéresse. Faut partir du principe que le financeur que vous allez solliciter, lui n'a pas toute votre expérience avec le BP. Donc le but est d'essayer de faire quelque chose de simple, qui peut facilement comprendre et jouer sur votre BP. Le but d'un financeur, c'est de stresser votre BP. Et donc, je sais pas, de réduire un petit peu le chiffre d'affaires, d'augmenter les charges. Et donc, de regarder avec ça, est-ce que ça tient toujours la route. Et donc, s'il a un BP qui est très très complexe, il va avoir du mal à jouer dessus. Et donc là, ça peut être compliqué parce que il dit, j'arrive pas à faire votre BP, refaites-moi un BP plus simple. Ou il peut botter en touche en disant, trop compliqué, je pense qu'il y a trop de risques pour nous. Donc ça rejoint ce que je disais sur les ordres de grandeur, faire quelque chose de simple. Le but, c'est qu'il soit flexible, ça le résume bien, flexible et automatisé. Je prends un exemple, si je passe mon prix de 10 à 20 euros par user, faut que tout mon BP s'actualise. La même chose, si je viens doubler mon budget marketing, faut que tout mon BP s'actualise si j'ai de l'acquisition via du marketing. Donc, faut vraiment avoir quelque chose qui est le plus automatisé possible pour vous, et d'ailleurs ça vous permettra demain de pouvoir jouer dessus et avoir la vision que vous souhaitez avoir pour les toquer à la porte des différents financeurs. Le but c'est de cibler son audience, et j'aime bien dire, pour moi, il y a 3-4 BP qui sont différents. Vous allez avoir votre BP qui est opérationnel, donc le but c'est de vous fixer des objectifs et de suivre les objectifs et le budget. Est-ce que vous êtes en adéquation avec les objectifs chiffrés? Ça, c'est le BP que vous gardez que pour vous en interne, et d'ailleurs, c'est que potentiellement les dirigeants qui ont la main dessus et qui le gardent pour eux. Ensuite, on va avoir le BP pour les investisseurs. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on vend beaucoup de traction, du x3, x4 tous les ans pour montrer que la boîte va accélérer. Et donc ça implique aussi d'avoir les recrutements qui permettent de structurer et de déployer la solution. Enfin, on a le BP sur la partie non dilutif. Donc pour la BPI, les banques, là, il faut qu'ils soient assez similaires. Pourquoi? Il y a de fortes chances que la BPI, les banques se mettent autour de la table à un moment
Et donc, si on a vendu A à la BPI et B aux banques, quand ils se mettent ensemble, des fois ça grince parce qu'ils ont pas la même vision. Donc, gardez en tête que sur la partie non dilutif, il faut avoir la même vision. Et donc voilà, c'est plus 3 BP que 4, mais vous avez compris l'idée. Donc ouais, le but c'est de vraiment adapter votre discours sur le BP et il faut vraiment le voir comme un outil de communication qui vous permet d'aller chercher un financement à un instant T. Demain, les financeurs ne seront pas, vous attendent pas au tournant si jamais vous n'avez pas réalisé à la virgule près ce qui a été réalisé, ce qui a été présenté dans votre BP. Je donne un exemple, j'ai vendu 1 million de chiffre d'affaires en 2026, je termine l'année à 900 000 euros ou à 800 000 euros. Il n'y a pas mort d'homme et c'est pas bloquant pour aller chercher un autre financement. Bon, à l'inverse, faut quand même faire gaffe. Si j'ai vendu 1 million et que j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, là c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors ça s'explique toujours en fonction d'une potentielle levée de fonds, les pays pourront intervenir, mais il faudra être en mesure de le justifier. Forme et clarté. Le but, ça rejoint un petit peu le premier point, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose d'assez simple à lire, mais ça passe notamment par de l'UX, et donc avoir quelque chose qui donne envie d'être lu. Il n'y a pas besoin d'envoyer un dossier de 52 pages, un fichier Excel de 52 onglets, en se disant on va mettre beaucoup d'infos et ça va être très complet. Il vaut mieux avoir quelque chose d'assez simple, que vous êtes capable de défendre, plutôt que l'inverse. La même chose, faire un petit effort sur la présentation, que ce soit les différents onglets qui présentent bien le PNL, le plan de financement, la trésorerie, etc. Ça permet aux financeurs d'aller vite chercher l'info dont il a besoin. Et enfin, le dernier point, c'est ne restez pas seul. Faut pas hésiter à aller s'entourer, se faire challenger sur son BP, que ce soit par d'autres entrepreneurs qui sont autour de vous, par les différents acteurs qui vous accompagnent au quotidien. Ça peut permettre des fois de révéler des potentielles erreurs ou des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc ça vaut le coup de se faire challenger. Et c'est potentiellement aussi quelque chose que fera la BPI demain, donc vous aurez déjà des premiers éléments de réponse à apporter. Tac, ça c'est des petits exemples de présentation, donc ça c'est plus tout ce qui est synthèse avec la partie fonds propres, la partie dette bancaire, BFR, donc surtout ce qui va être bilan, et ensuite le compte de résultat. Et donc ici on a le compte de résultat qui est plus détaillé par type de poste de l'entreprise. Sur la demande de financement, sur tout ce qui va être BPI Banque, j'enlève la partie appel à projet concours. Faut garder en tête que c'est des docs qui font aller entre 20 et 30 pages, peut-être un petit peu moins sur la bourse French Tech. On va plus être sur 10-12 pages. Mais donc c'est des docs qui font entre 20 et 30 pages. Les éléments qui sont attendus, on va voir présentation de l'équipe, donc qui vous êtes, quel est votre profil, d'où vous venez, est-ce que vous avez quelles sont les expériences que vous avez eues précédemment. Ça permet de montrer soit vous venez du domaine, soit vous venez pas du domaine, mais donc comment vous en êtes arrivé là, c'est bien d'expliquer. Quelle est l'activité de votre entreprise. Donc souvent on parle un peu du contexte en disant en fait la problématique du marché était la suivante, et donc pour répondre à cette problématique, voici la solution qu'on a développée. Et donc ça nous permet d'expliquer notre activité, quel marché on adresse, donc quelle est la taille du marché, quels sont les clients ciblés, comment on arrive à acquérir nos clients. Et potentiellement aussi quels sont les concurrents et comment on se différencie de ces concurrents. La partie analyse financière, donc ça c'est par rapport à l'Excel qui a été présenté juste avant. Donc le but est de dire aujourd'hui on en est là. Donc là, si vous avez déjà de l'historique, c'est faire un point sur votre historique. C'est dire on a réalisé 100 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, une rentabilité à hauteur de 20 000 euros. Cette année, on a levé 500 000 euros. Le but, c'est d'arriver à la fin de l'année à 300 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires. Pour ça, on va structurer notre équipe commerciale. On a aussi un dernier verrou technique à résoudre avec de la R&D à faire
Donc, on va passer 3 à 4 mois de R&D avec le recrutement d'un nouveau profil qui va nous permettre d'aller lever ce verrou et apporter de la visibilité aux financeurs. Sur la partie stratégie, c'est là où peut-être on est différent entre la BPI et les banques. Pour le dire assez simplement, ce qui intéresse la BPI, c'est surtout quelle est la roadmap technique que vous allez développer et comment cette roadmap technique va vous permettre demain de réaliser davantage de chiffre d'affaires. Donc sur ça, quel est le plan de recrutement associé, comment vous allez générer de la croissance à terme, surtout les différents jalons qui vont être développés au cours de la roadmap technique. C'est relié d'ailleurs à une annexe financière qui est dans le dossier qui est demandé par la BPI, qui présente les coûts sur généralement entre 12 et 24 mois en fonction des dispositifs qu'on cible. Et enfin, parler aussi de la stratégie commerciale pour montrer que le produit a vocation à être vendu et que vous avez déjà une stratégie de go-to-market ou d'accélération en fonction du stade de maturité de l'entreprise. Donc ça, c'est plus la BPI, c'est focus 1 sur la partie tech et ce qui en découle, c'est l'aspect commercial. Côté bancaire, la roadmap technique les intéresse beaucoup moins. Donc la présenter rapidement dans l'activité, qu'on ait une entreprise tech, qu'on adresse tel et tel sujet, qu'à date on a tel et tel verrou à lever, qu'on est en bonne voie, ça va bien. Le gros focus c'est justement sur la partie développement commercial et où on en est aujourd'hui sur le chiffre d'affaires, comment demain le financement bancaire va nous permettre d'accélérer sur cette partie-là. Et enfin, sur le plan de financement, il y a l'annexe financière que j'évoquais, tout ce qui est le tableau besoins en ressources, donc montrer aux financeurs que j'ai des besoins, que j'ai des ressources pour financer ces besoins, mais que leur soutien me permettrait d'avoir un coup de pouce et de garder ceux qui mettent la trésorerie. En fait, faut le voir comme ça. Le financeur est content de vous aider, de vous donner un coup de pouce. Faut pas qu'il ait la casquette ou la cape de super-héros. Et je trouve que ça parle bien comme métaphore. Ils sont pas là pour être des super-héros, ils sont vraiment là pour être des accélérateurs. Alors ça marche pas très bien et c'est pas très beau dit comme ça, mais c'est bien ce qu'il faut avoir en tête. Si on va voir un financeur en lui disant c'est la merde, j'ai besoin de votre aide, sinon je vais mettre la clé sur la porte, pour lui il y a l'écran qui s'allume en rouge parce que trop risqué. À l'inverse de dire aujourd'hui tout va bien, là on a tel sujet, on doit accélérer parce que ça va nous permettre d'aller chercher un jalon supplémentaire et de doubler notre chiffre d'affaires, il dit c'est top, si je donne un coup de main, c'est intéressant, l'entreprise va générer davantage de traction. Donc faut bien l'avoir à tête aussi dans le discours. Si ça va pas bien, faut pas le vendre comme ça au financeur parce qu'il ne vous financera pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime bien expliquer comme ça. Mais si vous avez deux amis qui viennent vous demander de l'argent, il y en a un qui gagne 10 000 euros par mois et l'autre qui est au chômage. S'il y en a un qui dit tu peux me prêter 5 000 euros, je te les rends dans 2 mois. Et c'est celui qui gagne 10 000 euros par mois. Le temps de prendre la décision, je pense qu'elle est assez rapide. Si c'est votre ami qui est au chômage, je pense que c'est un peu plus compliqué. Vous direz sûrement oui parce que c'est votre ami, mais vous direz ok, est-ce qu'il va vraiment me rembourser? Quelle est la probabilité? Donc forcément, on amène un facteur de risque en plus, donc la décision est plus compliquée à prendre. Et souvent, le financeur, vu qu'il n'est pas ami avec vous, dès qu'il décèle trop de risques, il passe son tour. C'est un peu là sur les différentes demandes de financement et les différents acteurs qu'on va solliciter, un peu les différentes attentes, ce qu'il faut avoir dans le dossier. Donc sur du suivi interne, c'est ce qu'on évoquait, suivre et piloter l'activité. En termes de vision, c'est réaliste avec les objectifs que vous citez. Le contenu, le but c'est d'avoir des KPIs que vous êtes en mesure de suivre. Que c'est super intéressant, je sais pas, que ce soit le CAC, le taux de closing, l'évolution de la masse salariale, donc vraiment, quels sont les KPIs, et ça c'est à vous de les déterminer, qu'est-ce qu'on veut suivre, et donc bien les avoir dans votre BP pour être en mesure d'avoir le bon KPI. Le risque perçu, il n'y a pas trop de risque, c'est vous qui voyez ce que vous fixez comme objectif et ce que c'est risqué ou pas. Et donc c'est surtout les décisions ensuite que vous prenez
qui juge le risque. Je sais pas, vous recrutez un profil, est-ce qu'on a vraiment du cash pour recruter un profil? Oui, mais ce profil peut nous permettre de vraiment accélérer. Là, c'est de dire, ok, comment ça peut jouer sur notre BP. Si on devait le décrire en un mot, c'est, on va dire, réaliste et slash la vision que vous souhaitez porter. Levée de fonds, l'objectif, c'est de convaincre un investisseur. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'une vision ambitieuse avec forte croissance. L'investisseur, malgré qu'il s'entende bien avec vous, etc., à la fin, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il est là pour faire du ROI sur le ticket qu'il a mis. Et donc, il a besoin qu'on lui vende du rêve, et du moins une grosse traction. Dans le contenu, ce qu'on met en avant, c'est l'attraction, les différents KPI, surtout tournés sur la partie traction, potentiellement la taille du marché qu'on va prendre. Et donc d'être capable de dire, à la fin de notre BP, on fait 15 millions de chiffre d'affaires, on a 0,3% du marché. L'investisseur se dit, oui, ok, c'est intéressant. S'il arrive à avoir 3% du marché, les chiffres sont juste stratosphériques. En un mot, c'est du ROI. PPI. L'objectif, c'est obtenir un soutien public pour la croissance. La vision, on n'a pas besoin de vendre du rêve, on peut être plus raisonné et mettre en avant la création d'emplois, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une antenne publique-privée, mais que l'objectif, c'est quand même d'aider l'économie sur le territoire. Donc bien mettre en avant la création d'emplois. En termes de contenu, ce qu'on attend, c'est des hypothèses qui sont simples. Un gros focus sur les dépenses tech, ce qui avait été évoqué, notamment salaire et embauche pour monter concret. Au niveau du risque perçu, en fonction du projet qu'on présente, BPI est prêt à prendre un peu de risque. En un seul mot, c'est le projet, parce que ce que soutient BPI, c'est le projet. Et enfin, la banque, l'objectif, c'est de trouver un partenaire stable dans le temps. La banque, le but, c'est de réaliser aussi du PNB, donc son chiffre d'affaires, avec les différents clients qui l'accompagnent. Donc le but est d'installer une relation de confiance entre vous et la banque pour qu'il y ait un jeu de win-win. En termes de vision, je rejoins un peu la BPI, donc on a besoin d'une vision qui est rassurante, montrer qu'on connaît bien nos chiffres, la gestion rigoureuse, ça part de là, et une rentabilité à court moyen terme. Pourquoi c'est pour montrer tout simplement à la banque qu'on va être en mesure de rembourser l'emprunt qu'on a sollicité. En termes de contenu, à moins d'ambition forcément que la partie levée de fonds, des cash flows conservateurs où on montre qu'on a un niveau de trésorerie avec notre matelas, même avec le financement qu'on demande, si on retraite le financement, on a toujours une petite poche de trésorerie qui nous permet de tenir la route. Comme ça, le financeur est assuré. Le risque perçu, pas trop de risque qui est pris par la banque. Et donc en un seul mot, c'est la maîtrise pour nos amis les banquiers. Ça rejoint un peu sur les différents politiques de risque, c'est peut-être pas ça le terme, mais matrice de risque, et j'aime bien l'évoquer comme ça, entre qui sont les personnes qui ont le plus à gagner. C'est les investisseurs et vous les entrepreneurs, parce que qui dit je suis un entrepreneur, et je vous souhaite demain, si c'est le but, de revendre son entreprise à des millions ou des milliards, à la fin c'est vous qui gagnez gros, et les investisseurs. Donc c'est pour ça que c'est vous qui êtes positionné en premier et à qui on demande d'intervenir en premier, avec les investisseurs. Ensuite, on a la BPI / la région qui intervient dans un temps d'eux, parce que vu que c'est public, on demande à cet acteur d'aider les entreprises françaises, start-up / PME, d'ailleurs, BPI fait beaucoup de PME, dans le développement de leur société. Donc la BPI est capable de porter un peu de risque. Et enfin, dernier point, on a les banques. Les banques, le but n'est pas de porter du risque. Donc en fait, une fois qu'on a le cash des investisseurs, le cash de la BPI, la banque vient se positionner, sachant que la banque, comme évoqué précédemment, il n'y a pas de différé. Donc le risque qui est pris par la banque est peu élevé. Ce qu'il faut garder en tête aussi sur le timing, j'aime bien le vulgariser comme ça parce que ça parle, mais les différents financeurs prêtent co-riches. Donc si jamais vous apportez de l'argent dans votre entreprise, il y a une levée de fonds qui est réalisée, vous avez un momentum de aller entre 0 et 4-5 mois en fonction du burn que vous avez pour aller chercher du financement. Donc c'est soit vous le sollicitez dans ce timing-là, soit vous le sollicitez pas. Si vous le faites pas, c'est parce que vous estimez qu'il n'y en a pas besoin. Mais donc il faut se dire,
ok, je mets une croix dessus, parce que c'est pas dans 12 ou 18 mois quand j'aurai besoin de cash que je pourrai aller toquer à la porte des financeurs. Donc, ah bah non, là c'est trop risqué pour nous, il reste 5 mois de trésor. Nous, il nous fallait 12 ou 18 mois de trésor, donc là on peut pas intervenir. Donc gardez bien en tête ce timing. Faut se dire en gros à J+1 d'un apport en cash, j'essaie d'aller toquer à la porte des financeurs, que ce soit la BPI ou la banque, parce que c'est le moment où j'ai le plus de trésorerie. Ce que regarde le financeur, c'est quelle est la trésorerie à date dans la structure, parce que ça c'est ma capacité à cofinancer le projet. Et ensuite il regarde les fonds propres. Donc si je lui dis j'ai 1 million de fonds propres mais j'ai 1 euro de trésorerie, le financeur, notamment la BPI, va dire je ne peux pas intervenir parce que vous n'avez pas la capacité de cofinancer le projet avec moi. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas la casquette de super-héros, mais vraiment d'accélérateur. Et donc sur ça, il y a une logique de cofinancement. On veut s'assurer que l'entreprise porte une part du risque. C'est tout bon pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur certains points. En tout cas, il nous reste une grosse quinzaine de minutes, donc n'hésitez pas. Merci Johan pour ta présentation. C'était très clair et justement, allez-y. Si vous avez des questions à poser à Johan, n'hésitez pas. Alors, Guillaume, on a une question. Tu peux ouvrir ton micro, Guillaume, pour parler. Oui, alors attends. Je vais essayer de t'ouvrir le micro. Vas-y Guillaume, normalement le micro est ouvert. Normalement c'est bon, bonjour. Ouais. Bonjour. Merci, super intéressant. J'ai une question sur le plan de financement. Là, vous parliez des différents onglets qui devaient figurer la dizaine de pages. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu une idée de ce qui doit être dans chacun des onglets à peu près quoi? Enfin, pas soit l'intitulé de l'onglet juste pour moi que je me projette un peu sur ce qui doit être vraiment dedans ou pas, les attendus, parce que vous parliez de 10 à 30 pages, donc du coup probablement 10, ça voudrait dire que c'est ce qu'on pourrait dire les plus importants. Oui, alors pour faire sur la partie Excel, moi généralement ce que je conseille, c'est avoir 2-3 onglets de synthèse, donc un sur en gros le compte des résultats, un sur le plan de financement et un sur le plan de trésorerie. Et ensuite avoir tout dépend de la complexité du modèle. Mais ensuite vous pouvez avoir un onglet sur comment je modélise mon chiffre d'affaires. Donc, je donne un exemple qui est très simple, mais je considère que j'ai un commercial qui me ramène 10 leads par mois et donc il en close 50%, donc ça me fait 5 clients. Et donc là, un onglet chiffre d'affaires, un onglet charge, un onglet effectif et un onglet financement et ça suffit. Et donc à la fin, on a 7 onglets sur notre prévisionnel et c'est assez clair. Et sur la partie Word, en fait sur les 20 et 30 pages, tout dépend en fait des dispositifs. Quand on va solliciter sur des dispositifs deep tech, sur la partie roadmap technique, c'est bien d'avoir un état de l'art. Donc le fait de rajouter un état de l'art, ça prend quand même un certain nombre de pages. Donc ça vient rallonger le dossier. Mais si je me remets ici, en gros présentation de l'équipe, c'est aller 2 pages, en rajoutant les différents recrutements à venir, 3 pages. L'activité, c'est bien aussi 2 pages en expliquant le contexte et la solution qu'on a développée, quels sont les features de la solution. Le marché, là, ça peut être 3-4 pages parce que on va présenter quelle est la taille de notre marché, quels sont nos clients, comment on acquiert nos clients, qui sont nos concurrents et quel est notre avantage concurrentiel. Donc ça peut facilement faire 5 pages. La partie analyse financière, généralement, c'est 2-3 pages supplémentaires.
Et tout ce qui est, la partie plan de financement, je l'intègre dans la partie analyse financière, parce qu'on peut mettre les deux ensemble et ça fait 3-4 pages. Et sur la partie stratégie, alors, il faut compter, pour une banque, en gros, il faut compter 2-3 pages sur la partie stratégique, développement commercial, et sur la partie BPI, la roadmap technique, tout dépend en fait, du montant que vous allez solliciter. Donc ça peut faire 3 pages comme ça peut en faire 6, 7, 10. Merci, c'est très, très pratico-pratique, mais c'est très utile. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? J'en profite pour vous dire également que on a un outil au sein de Néologie qui est quand même assez précieux, notamment pour réaliser les BP à la fois sur la partie rédactionnelle et sur la partie prévisionnelle. C'est l'outil Prévistart qui vous aidera énormément pour réaliser des BP convenablement. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Johan? Donc visiblement, on n'a plus d'autres questions. Mais merci Johan pour ta présentation qui était vraiment très claire, très pertinente, qui permettra à nos porteurs de projets de bien orienter leur stratégie de financement. Évidemment, Néologie est là également pour vous accompagner. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc on pourra également, vous pourrez le revoir si vous avez envie de le revoir, puisqu'il sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Et puis, si vous avez également envie de revoir la présentation de Johan, je pourrais également vous la transférer par mail si vous souhaitez avoir les slides. Est-ce que tu voulais finir, Johan, par un dernier mot, peut-être? Anticiper, c'est ce que je dirais, ça s'anticipe les différents sujets qu'on a évoqués. Une levée de fonds, aujourd'hui, ça met entre 6 et 9 mois. Alors, ça dépend, il y a toujours des exceptions qui vont lever en 2 mois, mais donc, c'est exceptionnel. Donc, il faut anticiper 6 à 9 mois. Des dossiers côté BPI, côté banque, ça peut facilement mettre 3-4 mois aussi. Donc le but c'est essayer d'anticiper au maximum pour pas se retrouver dans des mauvais timings auprès. Ouais, c'est assez simple. Côté investisseur, c'est ça, c'est quand on a l'accord de coût, ils nous détruisent sur la valo. Et donc le but c'est d'acheter le moins cher possible. Et donc vous avez plus trop le choix que d'accepter. Et côté financement non dilutif, c'est si on rate ce momentum, on passe à côté de financement. Donc essayer d'anticiper au maximum. Très très important le timing, le runway. Comme dit Johan, pensez que pour une levée de fonds, ça prend entre 9 et 12 mois. Donc c'est pas quand on a un runway de 3 mois qu'il faut aller voir des investisseurs parce qu'ils vous fermeront la porte. Eh bien, merci beaucoup, Johan, et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin des slides. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée à vous tous et vous dire à très bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Merci, au revoir.